On m'a annoncé donc que j'avais la maladie d'Hodgkin, donc un cancer des ganglions, stade 3. Pour moi, la seule personne qui pouvait m'aider, c'était vous, Madame Stromboli, et donc en l'occurrence, la sophrologie caïcédienne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'intitulerai « Voyage en pays sophrologique ». Mon invité, comme beaucoup de personnes peut-être qui nous écoutent, avait vaguement entendu parler de la sophrologie comme une méthode efficace pour gérer son stress. Aujourd'hui, la sophrologie a le vent en poupe, est en plein essor, est très médiatisée depuis quelques années, mais il faut bien la comprendre, la ressentir. Et Gaëlle Piton, que je reçois, sophrologue, coach et instructrice en médiation de pleine conscience, démontra quelques croyances qui ont la vie dure, notamment que la sophrologie n'est pas de la relaxation, n'est pas une psychothérapie, ni surtout une méthode miracle. La sophrologie est une pratique laïque, détachée de tout courant spirituel ou religieux, qui puise son inspiration dans le bouddhisme, le yoga et le zen. Et il est important de bien comprendre ses influences pour la vivre profondément. Nous vous ferons comprendre ici sa méthodologie, sa pratique, en vous donnant quelques conseils pour favoriser l'entraînement, en répondant à une question très souvent posée, la sophrologie, pour qui ? Pourquoi ? Bienvenue à tous. La vie du bon côté. Votre rendez-vous bien-être avec Sylvie Honoré. Et Gaëlle Piton, donc mon invité. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sylvie. Il était une fois votre rencontre, Gaëlle, avec la sophrologie. Vous aimez dire que vous êtes une sophrologue tout-terrain et que vous accompagnez avant tout l'être humain. Il y a tout un travail, bien sûr, là derrière, Gaëlle. Oui, bien sûr, il y a tout un travail et j'aime dire ça parce que moi je travaille sur un secteur où a priori la sophrologie n'est pas très attendue. On pense que c'est pas pour les gens de ce territoire. Je travaille en Seine-Saint-Denis en fait, donc et je suis très fière de le revendiquer parce que pour moi je suis au plus près justement de la démarche du créateur de la sophrologie, qui n'est pas du tout une discipline de bobo. Ah, très bien, voilà qui est dit, c'est bien. Ça donne déjà un petit peu la température de ce podcast. Une définition bien entendu, Gaëlle, de ce qu'est la sophrologie, même s'il vous semble plus simple d'expliquer, et dans votre livre, bien sûr, qui s'intitule « Le grand guide de la sophrologie au quotidien », c'est bien résumé. Il y a quelques croyances, en effet, qui ont la vie dure, Gaëlle. Tout à fait. Notamment celle qui est mentionnée dans votre introduction, comme quoi la sophrologie serait de la relaxation. Ah oui. Alors qu'en fait, en sophrologie, on est dans des postures plutôt actives, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on ne se relâche pas, mais ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, s'il y en a un, c'est de ressentir son corps. Et parfois, ce qu'on ressent, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est OK. Autre croyance qui a la vie dure, la sophrologie n'est pas de l'hypnose, parce qu'on pourrait croire en effet qu'on nous fait fermer les yeux et qu'on part dans un monde ailleurs, alors que c'est pas ça. Oui, tout à fait. En sophrologie, on appelle... alors, il y a plein de jargon, on y reviendra peut-être plus tard. Justement, j'ai essayé d'épurer tout ça pour que ce soit compréhensible. Mais on appelle ça le terpnos logos, donc ce qu'on dit en sophrologie. Et en hypnose, ça s'appelle le script. Le script va faire référence à l'inconscient, va parler à l'inconscient. Donc, il peut être question de papillons, de choses pas très comme ça palpables, alors qu'en sophrologie, on est sur un dialogue corporel. D'accord. Un voyage dans le corps. La sophrologie n'est pas une méthode miracle, ça je l'ai dit. C'est une pratique qui repose sur l'apprentissage, la répétition aussi de techniques. Oui, tout à fait. Alors, c'est le côté pas toujours vendeur de nos techniques, parce que, comme je le dis souvent aux gens qui viennent me voir, eh bien, ce n'est pas magique, en fait. L'idée, c'est de pratiquer, de trouver un espace pour répéter, puisque par la répétition, c'est comme ça qu'on va pouvoir acquérir tout ce vocabulaire de compréhension de notre corps, les ressentis, et puis transformer notre expérience. La sophrologie n'est pas une technique de massage, n'est pas du yoga, n'est pas une simple autosuggestion de bisounours, n'est pas une psychothérapie, parce qu'on a trop tendance, en effet, à mettre tout dans le même panier. Oui, et même si elle a le vent en poupe, comme vous le disiez en préambule, je suis quand même très souvent amenée à bien reclarifier ce que c'est et ce que ça n'est pas. D'autant que justement, elle a le vent en poupe. Donc, ça donne aussi l'ouverture à toutes sortes de choses qui ne sont absolument pas de la sophrologie. Donc voilà, j'aime bien réaffirmer quand même ce que c'est. Et parce que ce n'est pas, je trouve que c'est assez amusant en fait de partir des croyances qui existent. On comprend bien mieux. C'est mon côté un petit peu coquin. On comprend bien mieux la définition, de partir en effet de ce que ça n'est pas. Et comme vous l'avez dit, ça n'est pas une pratique bobo, ça n'est pas une pratique gourou, parce que la sophrologie n'est pas une religion pour ceux, Gaëlle, qui ont trop vite le mot gourou en bouche. Il y en a quand même qui veulent démonter un petit peu ces pratiques.
Oui, tout à fait. Et moi, j'insiste toujours, la sophrologie, moi, je suis une passeuse, en fait, une passeuse d'outils. Alors, avec les enfants, je dis, je suis un peu Mary Poppins et je sors des petits outils d'apprentissage. Pour moi, tout s'apprend. Et l'idée, c'est que les personnes soient autonomes et responsables, donc libres, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai énormément apprécié dans la sophrologie, de rendre la liberté aux personnes. Ça, c'est au cœur de mon travail. Un peu d'histoire, Gaëlle. On l'a entendu dans l'introduction, on parle de sophrologie caïcédienne. La sophrologie a été créée donc par un professeur en 1960 à Madrid en tant que nouvelle discipline médicale. Il crée un département d'ailleurs consacré à la chose dans un hôpital et ce professeur s'appelle Alfonso Caicedo. Voilà d'où ça vient la sophrologie caïcédienne. Oui, tout à fait. En fait, le professeur Caicedo, donc de Bogota, lui, il s'est beaucoup questionné sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Et aussi comment accompagner l'être humain, notamment quand il a des pathologies mentales. C'est vrai qu'à l'époque, et c'est encore un tout petit peu le cas maintenant, on utilisait beaucoup les électrochocs pour soigner les pathologies mentales, ce qui est un peu violent pour le corps. Oui. Et il s'est dit, il y a sans doute une façon de faire autrement, de faire dans une façon plus respectueuse pour l'être humain. Et donc, c'est l'époque aussi où on voyageait beaucoup en Orient et il a été curieux de découvrir toutes sortes d'autres techniques et de les ramener et d'en faire une technique adaptée à l'homme moderne, parce que nous ne vivons pas dans des ashrams, en tout cas c'est pas mon cas. Je pense que c'est pas le vôtre non plus. Donc c'est comment ramener la pratique au quotidien sans que ce soit trop fastidieux. Et voilà, ça c'était vraiment sa quête. Donc on est dans un secteur médical au départ et puis après ça se déploie au niveau social, comme on dit, et notamment dans les bidonvilles de Bogota. Ça, j'aime bien aussi le rappeler. Ça vient de là, la sophrologie. Oui, ça c'est sûr. Vous venez de le dire, la sophrologie s'inscrit aujourd'hui sur le chemin de la vie courante et de la vie quotidienne. Alors, je l'ai dit aussi, comme tout le monde, vous aviez entendu parler vaguement de la sophrologie comme une méthode efficace pour gérer son stress. On a trop tendance à dire que la sophrologie ne sert qu'à ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des méthodes pour calmer, freiner le stress, mais il y a aussi des méthodes pour booster l'énergie. Alors, il y a aussi tout un panel, on va dire, de domaines dans lesquels la sophrologie excelle. On parle du sommeil, on parle de l'alimentation, on parle même de la sexualité. Si je vous pose la question, Gaëlle, la sophrologie, pourquoi, pour qui? Voilà, pour qu'on sache évidemment à quel public et dans quelles circonstances on est. Alors, pour qui il n'y a pas de contre-indication à pratiquer la sophrologie? Donc, je dirais pour tous, peut-être d'éviter certaines techniques, par exemple de visualisation chez des personnes atteintes de schizophrénie, des personnes qui ne sont pas déjà dans une réalité, voilà, qui sont dans une autre réalité. Peut-être c'est pas la peine de pratiquer ce type de technique, mais globalement, c'est pour tous. Après, les champs d'application, vous l'avez mentionné, sont très très vastes, mais ils font tous référence à une chose très simple, qui est que notre corps expérimente le monde et que bien comprendre ce que ressent notre corps, c'est aussi comprendre notre expérience. Donc notre expérience, elle est liée au travail, elle est liée à notre relation avec l'alimentation, à notre façon de dormir, à notre façon de bouger, à notre façon de ressentir notre schéma corporel. Le mot technique en sophrologie, c'est ça. En gros, c'est ça, bien entendu. Comment se déroule, et puis on va revenir dans les détails, une séance de sophrologie? J'entre chez vous, j'entre chez un sophrologue, une sophrologue que j'ai bien choisi. Ça aussi, ça fera partie de mes questions. Comment on choisit en bon terme la personne qui va nous amener à faire ça? Parce qu'après, on pourra le faire peut-être seul, bien entendu, c'est un peu l'objectif. Mais comment se déroule une séance à proprement parler, de A jusqu'à Z, sans entrer dans les détails, puisqu'on le fera par la suite? Eh bien, il y a un temps d'accueil si c'est la première séance, et puis quand c'est les séances suivantes, c'est peut-être un petit point, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu, etc. Il y a toujours un temps de pratique, ça c'est très important. Il n'y a pas de sophrologie sans pratique. On n'est pas que dans la discussion. Donc voilà, alors soit d'exercices de respiration, de relâchement du corps, de visualisation, en fonction de la demande en fait. Donc ça s'adapte. C'est la grande force de la sophrologie, mais ça on y reviendra sans doute. Et puis surtout un temps de description. On appelle ça la phénodescription, c'est-à-dire description des ressentis tels qu'ils sont apparus, en essayant de ne pas les interpréter. Par exemple, si je dis, tiens, j'ai eu un petit point dans le dos, ça m'a piqué, c'est différent de, ouais, mais parce que je me suis mal installée. Parce que je me suis mal installée, c'est le mental. Et on passe notre temps à mettre nos sensations dans des boîtes, dans des interprétations. Donc, on essaye d'ouvrir et d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment très pédagogique, en fait, d'apprendre à déployer ce vocabulaire des sensations et des émotions.
La sophrologie surprend. On l'a dit, elle a le vent en poupe aujourd'hui. Elle intervient dans beaucoup de domaines, notamment le domaine de la maladie. Vous l'avez entendu donc d'entrée de jeu, juste avant mon petit préambule. On a entendu une personne qui s'appelle Ariane Révelot, qui est atteinte de la maladie de Hodgkin, qui parle à sa sophrologue. Elle remercie sa sophrologue. Elle lui parle des bienfaits physiques et psychologiques de leur séance de sophrologie caïcédienne en complément de son traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Ariane était venue voir sa sophrologue après avoir appris qu'elle était atteinte de la maladie de Hodgkin et avait peur de la chimio. On se reprend un petit peu cette interview en longueur. On m'a annoncé donc que j'avais la maladie de Hodgkin, donc un cancer des ganglions, stade 3. Pour moi, la seule personne qui pouvait m'aider, c'était vous, Madame Stombauli, et donc en l'occurrence, la sophrologie caïcédienne. Moi, je me souviens d'être arrivée à votre cabinet complètement paniquée à l'idée de cette chimiothérapie, à l'idée de recevoir ces produits, ces différents produits. Donc, lors de cette séance, vous m'avez fait visualiser des choses positives. Je me souviens de la goutte, qui arrivait dans le cathéter et ce goutte à goutte qui faisait son travail et qui s'orientait vers les cellules cancéreuses, tout en épargnant mes organes sains, en fait. Et j'ai réussi à mettre en pratique cet exercice de sophrologie lors de cette première séance de chimiothérapie. Et c'est ce qui m'a permis de vivre sereinement, finalement, ces séances de chimiothérapie qui sont longues, qui durent 5 heures. Ces séances de chimiothérapie, finalement, elles se sont toutes très très bien passées. J'ai besoin de cette chimiothérapie pour guérir, mais je n'ai pas mal vécu. Il me reste 3 séances sur 12 à faire et je suis vraiment sereine. Donc depuis cette séance, je ne fais plus de cauchemars. Et j'arrive à me projeter lors de mes séances de radiothérapie. Je prends des moments dans la journée où je fais un travail sur moi pour me dire que de toute façon, c'est la suite logique de mon traitement pour être guérie complètement. Moi, je me refusais à me tourner vers des traitements style antidépresseurs, comme trop souvent les médecins ont tendance à prescrire, en fait. Et moi, je sentais vraiment que j'avais un problème par rapport à ce cancer. Pas seulement dans ma tête, ça se révélait également physiquement, par différents mots, en fait. Et moi, je voulais vraiment trouver et faire un travail de relaxation profonde et allier le corps à l'esprit pour pouvoir être vraiment détendu et faire sereinement, avancer beaucoup mieux, en fait. Grâce à la sophrologie caïcédienne, je sais que je suis malade, je sais que c'est une parenthèse dans ma vie, mais je sais que je vais aller de l'avant et je me perçois pas du tout comme une personne malade. Alors j'occulte pas du tout, mais je vis bien. Ça m'a permis de me poser sur plein de points de vue et me dire que moi j'étais une personne importante aussi et qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et la sophrologie caïcédienne m'a permis de me recentrer également sur moi. Et je sais maintenant ce que je veux pour moi et ce que je ne veux plus aussi. Voilà un chouette témoignage, Gaëlle, d'une personne qui remercie donc sa sophrologue. Grâce à la sophrologie, dit Ariane, elle ne fait plus de cauchemars. La sophrologie lui permet de faire un vrai travail sur elle-même. Elle dit aussi que la sophrologie est un substitut plutôt que de prendre des antidépresseurs. Est-ce que vous avez dans les personnes que vous accompagnez des cas de figure comme celui-là, Gaëlle ? Oui, tout à fait. Je trouve ce témoignage très fort et très éclairant à plein d'égards parce que Ariane a fait un bon travail avec sa sophrologue. Je trouve, ouais. Oui, on a la question de l'alliance, c'est-à-dire la relation entre les deux qui est très présente parce qu'elle la remercie, elle parle de la rencontre, mais aussi de son autonomie par rapport à la technique. Donc ça, je trouve ça super. Et elle dit quelque chose de très important, que la sophrologie ne guérit pas. Donc ça c'est important, oui. C'est-à-dire elle lui rend en fait sa possibilité d'être actrice de son traitement et c'est tout à fait juste en fait. On n'est pas là pour guérir. Là ce serait plutôt une parole de gourou que de dire ça, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut agir, notamment les effets secondaires des traitements, la façon dont on prend le traitement. Et oui, et donc elle parle d'une technique qui est le sophro goutte à goutte, qui est très utilisée dans le milieu médical et effectivement qui est très efficiente. Et voilà, je trouve que elle se remet au centre. Elle parle de ses
valeurs, du fait qu'elle est importante. Oui, ça a fait beaucoup écho par rapport à ce que je peux travailler sur ces thématiques ou d'autres d'ailleurs avec les personnes qui viennent me voir, oui. On va revenir sur cette notion de visualisation, parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne veut rien dire. C'est quoi visualiser ? Vous dites dans votre livre, puisque tout ce que je vous fais dire, je l'ai lu dans ce livre, Le Grand Guide de la Sophrologie au quotidien, dans le courrier du livre, au niveau de l'édition. Vous parlez de visualiser des organes sains, notamment, quand vous le dites dans votre livre, notamment pour des personnes qui veulent arrêter de fumer. De visualiser ses poumons, de visualiser des poumons en tant qu'organes sains. C'est quoi visualiser, pour ceux qui n'ont jamais vraiment entendu parler de ça ? C'est une très bonne question parce que ça cristallise souvent pas mal de tensions, cette question de la visualisation, parce qu'on l'associe seulement à la vue, c'est-à-dire des personnes se sentent, par exemple, quand on fait visualiser une plage ou une situation agréable, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. En fait, visualiser, c'est avec tous nos sens. Donc aussi notre odorat, notre écoute, c'est vraiment ressentir avec tous les sens un contenu. Alors en général, on se sert d'un contenu extérieur. Alors dans le cas des poumons, évidemment, les poumons sont à l'intérieur de nous, mais on les visualise comme étant sain, par exemple dans le cas de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, et on va se servir de cela pour se nourrir, c'est-à-dire que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En tout cas, par exemple, si je m'imagine sur une plage et que je la ressens, que je sens le sable sous ma peau, le vent peut-être qui caresse mon visage, je vais vraiment avoir l'impression d'y être pour de vrai. Et ça, c'est très intéressant, c'est notre lien corps-esprit, c'est là-dessus qu'on travaille, donc je vais pouvoir me servir des sensations positives, agréables, pour aider ce que je souhaite. Donc si je visualise mes poumons sains, pleins de vie, etc., ça va peut-être m'aider, alors que si je suis fumeuse, eh bien, ils ne sont pas tout à fait dans cet état-là. Actuellement, ça aide pour la suite, pour le futur. Très bien de dire qu'il faut être accompagné en effet de ces 5 sens. C'est très important, oui, bien entendu, que ces sens soient en éveil lors des séances de sophrologie. Vous parlez aussi toujours dans le domaine de la santé, de la sophrologie qui accompagne les différentes phases d'une maladie, notamment la maladie d'Alzheimer. La sophrologie ne peut pas aider la personne malade. Voilà, on revient un petit peu sur cette notion de non-guérison, c'est pas ça du tout. La sophrologie ne peut pas aider la personne malade, mais peut l'aider à trouver des réponses à ses symptômes et également accompagner les familles. Plus interpellant aussi, je l'ai lu, c'est la sophrologie qui se fait reconnaître en tant que méthode accompagnant la gestion des acouphènes et la modification de leur perception par le patient. Un pôle a d'ailleurs été créé à ce sujet. Complètement. Alors ça, c'est la notion, et ça me donne l'occasion d'y revenir, c'est la notion d'accueil, en fait. En sophrologie, on accueille notre expérience telle qu'elle est, de manière inconditionnelle, agréable, désagréable ou neutre, c'est un grand bienvenu. Alors quand on a des acouphènes, la première réaction, soyons clairs, c'est pas tellement de dire bienvenue, on aurait surtout envie qu'ils s'arrêtent, qu'ils cessent, comme quand quelque chose de désagréable nous arrive. Si on ressent peut-être de la tristesse ou de la colère, on aimerait que ça s'arrête, donc on fait toutes sortes de choses, évidemment, pour que ça stoppe. Sauf qu'en fait, c'est pas la bonne façon, ou en tout cas, c'est pas une façon qui va fonctionner. Dans le cas des acouphènes, plus on accueille, c'est un peu comme si vous disiez à l'acouphène, assieds-toi à côté de moi, je vais te donner à boire, à manger, bienvenue, on va boire un café ensemble, tu vas me raconter. On rentre en familiarité avec. Et ça change toute l'expérience. On n'est plus contre. On est ensemble. Et donc, évidemment, ça va pas soigner l'acouphène au niveau physiologique. Par contre, la perception va vraiment changer. Donc, ça va donner l'impression de ne plus les entendre, même s'ils sont encore là. Et donc, ça change le quotidien, évidemment. C'est très important ce que vous dites là, et vous le dites bien. Comment on choisit sa sophrologue ? Ça aussi, c'est une question qu'on pose souvent, tout comme la question, est-ce que ça va durer longtemps ? Combien je vais avoir besoin de séances ? Vous dites qu'on vous la pose souvent. Il y a un vrai code de déontologie. Voilà, parlons de vous, parlons des sophrologues qui sont reconnus. Il y a une formation solide aussi là derrière. Oui, la sophrologie est un métier. Ça, c'est vraiment là. Je suis vraiment très militante sur la question parce que on a forcément, quand on devient sophrologue, une envie d'aider l'autre. C'est des métiers. On dit qu'on a une posture un peu sauveur. Ça se travaille évidemment, mais on vient pas là par hasard. Mais attention, c'est un métier qui demande des compétences et on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est très important pour cela d'être supervisé. Donc déjà, c'est peut-être pas le premier élément à jauger pour trouver son sophrologue, mais la supervision d'un sophrologue, demandez lui, est-ce qu'il est suivi à côté ? Quelle formation a-t-il fait ?
ou a-t-elle fait? Parce que il y a beaucoup de femmes dans les sophrologues quand même, c'est souvent un métier très féminin. Oui. Une formation longue, on n'apprend pas à être sophrologue à distance en 3 semaines. Ça, c'est pas possible en fait, parce que c'est tout un cheminement. Et donc pour ça, il y a des fédérations professionnelles qui sont des bons guides quand même pour répertorier les sophrologues. Après, il y a le côté qui va matcher. C'est comme dans la vie, on choisit jamais par hasard une personne. Je vous encourage même à appeler au départ le ou la sophrologue pour lui poser des questions. C'est très intéressant de savoir, moi je la pose tout le temps, pourquoi les gens viennent vers moi. Il peut y avoir une affinité, je sais pas, moi je travaille beaucoup dans le milieu artistique et dans le milieu éducatif, et bien ça peut être une entrée. Ça peut être juste parce qu'il y a quelque chose qui a rayonné chez vous, parce qu'on a entendu votre voix. Et donc il y a ce côté d'alliance, il fait, je dirais 60-70% du travail, la relation. Puisque c'est ça qui fait phénomène aussi en sophrologie, c'est la relation que vous allez avoir avec la personne, donc rencontrez-la. Vous faites bien de dire que la sophrologie est un métier. Avec l'interview qui va suivre, Gaëlle, même si vous possédez des outils, des clés pour aider dans le cheminement, dans le développement personnel, ça n'empêche pas des personnes comme vous, des personnes qui travaillent dans le bien-être, à un moment donné, de se laisser dépasser, de vivre elle-même une dépression, un burn-out. Et justement, on va entendre une sophrologue qui s'appelle Perrine Doyon, qui témoigne de son étonnement lorsque son médecin traitant lui annonce qu'elle est en burn-out, qui malgré ce qu'elle détient comme clé, n'a pas vu évidemment ce qui lui arrivait. Elle ne le croyait pas, car pour elle, qui possède les clés justement, comme quoi c'est possible. Écoutons donc Perrine Doyon. Alors quand ma médecin traitant, elle m'a fait mon arrêt maladie en mettant comme motif de l'arrêt burn-out, je lui dis mais comment ça burn-out? Elle me dit bah oui burn-out. Je dis mais moi je suis sophrologue en fait, je fais pas un burn-out. Elle me dit ah si mais c'est super que vous soyez sophrologue, mais en tout cas là vous êtes complètement en train de craquer, il faut vous arrêter. Et quand elle m'a dit ça m'a fait un espèce de choc. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que j'ai en ma possession un certain nombre d'outils qui peuvent aider dans ce genre de situation difficile que je suis exempte de vivre des choses. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre tout ce qui m'avait amené là. Donc il faut dire que j'étais dans une situation un petit peu particulière, dans le sens où ça faisait quelques mois que je cumulais beaucoup d'activités. J'avais un job alimentaire le matin, j'avais mon activité au cabinet l'après-midi, et puis certains soirs et certains week-ends, j'allais à l'école de sophrologie. J'étais constamment en train de me mettre la pression, c'est-à-dire que même quand je ne travaillais pas, j'étais en train de me faire du souci de il faut que je travaille, et les finances, etc., à être dedans et à ne pas réussir à ni me faire plaisir, ni prendre soin de moi, ni avoir un petit peu d'espace de respiration. Donc ça a été de plus en plus compliqué, et au bout d'un moment, j'ai craqué. Respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face, poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour, amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Gaëlle Piton, mais je trouve qu'elle est de circonstance. Hein ouais, je la connais bien, j'aime beaucoup cette chanson. Voilà, Gaëlle Faye, il a tout à fait raison, respire, voilà, elle parlait justement dans l'interview, notre sophrologue qui a connu un burn-out, d'espace de respiration qu'elle n'avait peut-être pas pris pour elle. Alors c'est presque l'arroseur arrosé, mais en même temps, voilà, ça met à bien des personnes qui se disent ah bah oui, même eux font un burn-out. Eh ben oui, bien sûr, puisque c'est un métier, vous l'avez dit. Alors justement, par rapport à la sophrologie au travail, il y a moyen de mieux vivre sa relation au travail. Bon, c'est ce que Perrine évidemment n'a sans doute pas fait. Mais la sophrologie, encore une fois, n'est pas une méthode miracle, on le disait, même pour ceux qui l'utilisent. Mais évidemment, quand elle est bien menée, quand il y a des espaces de respiration, elle peut aider des personnes qui ont des difficultés de burn-out, de dépression, à être accompagnées, à être mieux accompagnées, Gaëlle. Oui, complètement. Et ce que dit Perrine aussi, ce qui illustre ce témoignage, c'est la différence entre connaître les outils et les pratiquer. Bien sûr. C'est-à-dire, on n'apprend pas la sophrologie que dans les livres et parfois on peut effectivement oublier de pratiquer parce que on a l'image des sophrologues comme des personnes tout le temps zen, qui ont une vie très cool, mais c'est pas du tout le cas parce que nous sommes des professions libérales, des entrepreneurs aussi. Donc, elle le dit très bien dans son témoignage qu'à un moment donné, il faut qu'elle enchaîne les consultes pour gagner sa vie. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un point de vigilance et on n'est pas du tout à l'abri de ça parce que nous sommes avant tout des êtres humains. Mmh. Donc nous aussi, on doit se rappeler de pratiquer, tout comme les personnes qu'on accompagne. Ça, c'est très important. Et oui, effectivement, c'est comme les soignants, l'épuisement des soignants, on en parle beaucoup. Évidemment, c'est pareil. Évidemment. On n'a pas encore parlé des conseils, des petits conseils pour bien favoriser sa séance et son entraînement. Des questions que tout le monde se pose. L'endroit. Est-ce qu'il est important de bien choisir son endroit, le moment propice peut-être, la voix du sophrologue, ça on en a déjà parlé, la relation qui doit se faire entre les deux. Et puis il existe des postures aussi spécifiques. Dites-nous en plus par rapport à tout ça, Gaëlle. Oui, alors un endroit, je dirais oui et non, parce qu'en fait, évidemment, au départ, quand on va voir une ou un sophrologue, moi je donne des audios, par exemple, des séances pour toujours favoriser l'autonomie, c'est-à-dire de mettre sur ses oreilles la séance. Oui, c'est bien dans un moment dans la semaine de se dire, je mets mon téléphone sur mode avion et je me laisse guider. Mais parfois, c'est difficile aussi de trouver un quart d'heure comme ça. Donc, j'ai tendance à dire aussi que l'idée, c'est d'ancrer des petits outils dans notre quotidien. Nous sommes des êtres de rituels. Tous les jours, a priori, on se brosse les dents, on se coiffe, on se lave. Donc on arrive à faire des choses. Si on cale des respirations et des exercices à ces moments-là, c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ai tendance à dire mieux vaut plusieurs séances courtes qu'une grande séance une fois par semaine très longue. Ça peut être une première clé en fait déjà. Les supports audio, c'en est une autre parce que ça permet de se laisser guider. Mais après, on peut aussi pratiquer en toute autonomie quand on a l'habitude, parce qu'après on s'habitue aussi à la voix. Donc l'idée c'est pas de faire ça de manière mécanique. Donc en tout cas dans mes accompagnements, moi j'ai toujours vraiment à cœur de bien comprendre la vie de la personne que j'ai en face. Comment si je connais pas par exemple dans quelle entreprise elle travaille, est-ce qu'elle est en open space ou pas, est-ce qu'elle a des pauses café, est-ce qu'elle boit du thé, est-ce qu'elle pour ancrer les exercices de manière assez subtile dans le quotidien. D'ailleurs, c'est vraiment très important. Il y a des pratiques flash dans votre livre, et c'est pas mal ça. Donc des conseils simples et rapides qu'on peut pratiquer, justement un peu partout, même à côté de la machine à café, notamment pour la respiration abdominale en position debout. On revient un petit peu sur le mot respiration. C'est tout bête, et pourtant qu'est-ce que ça peut porter comme fruit, je pense. Exactement. Et puis au niveau des postures, pour y revenir, c'est vrai que on n'a pas des postures comme en yoga qu'il faudrait tenir dans certains yogas pendant longtemps. En tout cas, ce sont des postures actives. La sophrologie, à moins d'être effectivement peut-être à l'hôpital ou parce qu'on peut pas, on a une impossibilité physique, ou pour les femmes enceintes quand on commence à arriver au terme de la grossesse, les pratiques se pratiquent justement assis ou debout. Pourquoi ? Parce que si vous ancrez la détente dans ces postures-là, vous avez beaucoup plus de chances de les pratiquer au quotidien. Donc effectivement, il y a des exercices de relaxation dites dynamiques qui sont assez flash, qui consistent en fait à faire des tout petits mouvements, qui ne sont pas de la gym, qui sont vraiment des petits mouvements simples, ancrés sur une respiration. La respiration abdominale, vous pouvez par exemple vous mettre debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol, à hauteur du bassin, une main sur le ventre, une main sur le bas du dos, et simplement sentir qu'à l'inspire, le ventre se gonfle et qu'il se dégonfle sur l'expire.
Et ça, vous avez raison, on peut le faire partout. Moi, je suis à Paris, en Île-de-France, j'adore pratiquer dans le métro, par exemple. Ça m'amuse beaucoup. Il faut Comme ça, oser. vous êtes dans le grand bain. Mais oui, ben voilà. Au moins vous êtes dans votre bulle, hein, quelque part. Vous créez votre bulle. Vous parlez aussi de bien connaître les 5 parties ou 5 lieux du corps sur lesquels il faut porter sa concentration. Et par ordre d'importance, vous citez notamment la thyroïde, le sternum au centre de la poitrine, le point situé quelques centimètres au-dessus du nombril. Il faut les avoir bien en tête, ces 5 endroits du corps? Alors, ces 5 endroits s'appellent des 5 systèmes en sophrologie. Effectivement, le corps est divisé en systèmes pour favoriser l'attention. Alors, attention, justement, ça ne veut pas dire que les parties du corps fonctionnent pas ensemble. Hein. C'est juste pour favoriser la concentration. Par exemple, si dans la première séance de sophrologie, qui s'appelle une sophro de base, le premier système, donc ça suit le mouvement du corps, hein, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Ma tête, c'est le premier système. Donc, au départ, je la détaille, le front, les joues, le nez, la bouche. Et puis ensuite, je vais me servir d'un point d'entrée, qui est pas un chakra, mais bon, qui pourrait s'en rapprocher en termes d'attention, mais qui est du coup mon front. Parce qu'après, avec l'entraînement, c'est plus facile de se concentrer sur des points. Il y a un point par système. Il y a 5 systèmes et tout notre corps qui s'appelle le méga système. Ça, c'est pour le jargon, mais je n'irai pas trop dans le jargon. Et l'idée, c'est que aussi vite que là, si on est en train de claquer mes doigts, vous pouvez vous relâcher en vous concentrant sur les systèmes et sur leurs points d'intégration. Ça permet de le faire de manière un peu plus rapide à chaque pratique, en fait. La sophrologie est assez répétitive. Chaque technique commence par une petite sophro de base qui nous met dans un état de disponibilité pour travailler et d'écoute du corps. Et justement, en parlant de la séance de A à Z, à la fin de la séance, il est important, dites-vous, de décrire les sensations de la séance afin de mieux les incorporer. Oui, complètement. La phénodescription, description des phénomènes. Donc ça, c'est vraiment l'inspiration du professeur Caicedo qui vient de la phénoménologie en philosophie. Il s'est aussi inspiré beaucoup de ça. C'est-à-dire de prendre un temps pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, peut-être commencer par les sensations agréables, puisque souvent, en fait, ce qui va nous venir en premier, c'est les points qui nous ont gênés, ce qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Mais au contraire, l'idée, c'est de commencer par ce qui a été agréable, d'accueillir, et puis bien sûr, ce qui a été moi, le désagréable, de manière ouverte, sans interprétation du mental. On revient aux petites boîtes dont on parlait tout à l'heure en début d'émission. Absolument. Au niveau de la méthodologie, encore une fois, pour ceux et celles qui douteraient de l'état dans lequel on est quand on fait une séance de sophrologie, vous parlez de niveau de conscience, dont le niveau sophroliminal, je crois que vous l'avez cité, hein, que nous traversons tous 2 fois par jour. Oui, tout à fait. On parle d'état modifié de conscience, donc ça peut faire très peur parce que les gens disent mais vous allez m'hypnotiser. C'est ça. Alors ils pensent à l'hypnose de spectacle évidemment parce qu'en hypnose on est complètement conscient de ce qui se passe quand même. Non, c'est vraiment ce niveau au bord du sommeil, au bord du réveil. Quand vous n'êtes pas tout à fait réveillé le matin et quand vous allez vous endormir, qui permet de travailler sur des structures profondes, des couches profondes de notre corps et de notre conscience. C'est ça en fait le niveau sophroliminal. C'est pour ça que le jargon j'ai voulu le présenter parce que c'est vraiment aussi comme ça que ça s'appelle en sophrologie, mais aussi en rassurant beaucoup en disant c'est pas très compliqué en fait à comprendre. Et on le vit dans notre expérience. Tout à fait. Justement, pour bien prouver que la sophrologie, 1, c'est sans douleur, 2, c'est pour tout le monde, c'est même évidemment pour les enfants. Et on va parler un petit peu de cette sophrologie avec les enfants. Vous en parlez dans votre livre. Et puis côté audio, on a envie d'entendre, j'ai envie de vous faire passer l'interview de Delphine Bourdet, qui est sophrologue à Paris. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est sophrologue à Paris. Voilà. Elle fait un exercice sur cette petite vidéo, donc on va retranscrire par le son, avec un enfant de 3 ans sur l'évacuation de la colère, et je pense que c'est assez explicite et qu'on va avoir bien l'image devant les yeux. Et juste après, on va mettre en place une 3e sophrologue qui s'appelle Françoise, qui est belge et qui va parler un petit peu des bienfaits de cette pratique. Elle pratique la sophro depuis quasi 30 ans, voilà, et elle est devenue sophrologue et formatrice dans ce domaine. Donc d'abord, là, le petit extrait d'une séance de sophrologie avec un enfant. On a besoin d'une feuille de papier. Donc voici Oscar, la feuille de papier. Tu vas la prendre. Et comme tu es très énervé, on va en faire une grosse boule. On s'énerve, on la fait. Voilà, jusqu'à faire une grosse boule. Encore. Et maintenant, tu la prends dans ta main droite. Tu la prends, voilà. Et on va inspirer. Voilà. Et on va la lancer très loin.
Voilà, on se détend. Ça relâche, hein, t'as vu? Allez, on va le refaire. Parce qu'on n'est pas encore assez détendu, on a besoin de se détendre un peu plus. Donc on le refait. On prend notre petite boule, notre boule de colère. Tout ce qui nous a énervé, c'est dans la boule maintenant. Et puis on a envie de la jeter très très loin, d'accord? Donc on y va, on inspire. Et... super! T'as vu? Il n'y a plus de colère à l'intérieur de toi. Allez, parti. Voilà, je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien imagé. Je dis bonjour à Françoise qui nous a rejoint. Bonjour. Françoise Singer. Vous pratiquez Bonjour Françoise. La sophrologie. Bonjour. Gaëlle Piton, voilà, Gaëlle Piton, auteur de ce livre, notamment le grand guide de la sophrologie au quotidien. Gaëlle est sophrologue, coach et instructrice en méditation de pleine conscience. Il y a en plus un cahier d'exercices, plus de 50 exercices flash qui sont proposés dans ce livre. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Françoise, vous travaillez beaucoup avec les femmes et les enfants. Alors, j'avoue que je vais poser cette question-là, cette boule de colère, ce papier qu'on chiffonne, qu'on a envie de faire peut-être parfois sur le lieu de travail, hein, évidemment, oui. Et qu'on peut lancer loin comme ça, eh ben ça détend. C'est finalement une technique anti-agressivité, hein. On peut faire cette boule de colère. Exactement. Par rapport à un collègue. Est-ce que c'est aussi pour les adultes, Françoise? Est-ce que ça peut être aussi interprété pour les adultes? Bien sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 sophrologies. C'est la pédagogie qui va changer, le vocabulaire qu'on va adapter pour que ça soit imagé encore plus simple et facilement compréhensible pour les enfants, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier les exercices et du coup, qu'ils aient envie de les remettre en place. Que ça soit à l'école, parfois il y en a qui me disent j'ai demandé à monsieur ou madame pour aller dans les toilettes, faire un petit exercice ou chez eux, à la maison. Et ce papier qu'on peut froisser, il y en a qui ont envie de le piétiner d'abord, de le déchirer. Il y en a qui m'ont déjà dit « Oh, moi je l'ai déchiré en plein de petits morceaux, puis je l'ai mis dans les toilettes, j'ai tiré la chasse et ça m'a vraiment soulagée. » Donc voilà, les enfants sont très imaginatifs et à partir d'un exercice, ils se l'approprient et puis en fonction des circonstances, ils peuvent libérer leur créativité et faire ce qui est bon pour eux pour se soulager, s'apaiser. En parlant de circonstances, quelles circonstances vous ont amené, vous, à avoir recours à la sophrologie, Françoise? Moi, j'ai commencé comme préparation à l'accouchement. Voilà, j'ai eu la chance dans l'hôpital dans lequel mon gynéco recevait. Il y avait une grosse structure avec différentes pratiques qui étaient proposées, dont la sophrologie. Et donc j'ai démarré comme ça, et puis j'ai trouvé ça tellement merveilleux que voilà, j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Ça vous a apporté, vous avez eu envie en effet d'en faire une mission, hein, on va parler de ça plutôt que d'un métier. Et c'est ce que ça vous apporte aujourd'hui. On a parlé beaucoup avec Gaëlle de la relation entre la sophrologue et la personne qui vient justement être accompagnée. C'est aussi quelque chose qui vous tire vers le haut dans ce que vous apportez aujourd'hui en tant que sophrologue? Oui, j'ai envie de dire c'est vraiment primordial pour que la personne puisse adhérer et se poser, se déposer, lâcher prise progressivement, créer ce qu'on appelle dans notre jargon une alliance, justement pour que la personne se sente en sécurité, et parce que la plupart du temps, elles ne nous connaissent pas, elles ne connaissent pas le lieu, elles ne connaissent pas la pratique. Et donc, notre inconscient ne lâche pas prise du jour au lendemain. Comme ça, c'est un processus dynamique, comme le disait Gaëlle. Et donc, cette relation est vraiment primordiale, et avec les enfants aussi. Et évidemment, peut-être parfois encore plus. Bien sûr. Puisque vous parlez de lâcher prise et que vous travaillez beaucoup avec les femmes et les enfants, Gaëlle en parle dans son livre, La sophrologie au masculin, une approche spécifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi sont-ils peut-être moins nombreux, les hommes, à pouvoir faire de la sophrologie? Peut-être moins nombreux en groupe. Moi, j'en reçois aussi plus en individuel. Voilà. C'est vrai. Mais maintenant, j'ai envie de dire... j'anime des stages et donc régulièrement, c'est plutôt moitié-moitié, moitié fille, moitié garçon. C'est les mamans qui inscrivent la plupart du temps leurs petits garçons. Donc, je vois qu'il y a plus de garçons, d'ados. Et dans les mois, les années qui vont suivre, je suis sûre que ça va devenir une pratique de plus en plus répandue. Je pense. Dans quelle région exercez-vous, Françoise?
Je travaille tout près à Wavre et à Warem. Très bien. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, François Singer, qui travaille beaucoup avec les femmes et les enfants. C'est vrai que vous en parlez, Gaëlle, de la sophrologie au masculin, une approche spécifique. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça, vous ? Alors, je rejoins complètement ce que vient de dire Françoise. Moi aussi, j'ai en individuel et j'ai de plus en plus, alors c'est drôle, depuis que le livre est sorti, peut-être ça a dû faire un appel, mais j'ai beaucoup d'hommes et à chaque fois, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'ils ont plus de mal à passer quand même la porte du cabinet ou en tout cas à passer un coup de fil, à accepter que voilà, ils ont besoin d'aide plus que les femmes. Ça reste quand même ma grande conviction. Et je mesure à quel point le chemin a été compliqué, ça a dû vraiment bien tourner dans la tête ou en tout cas de devenir difficile pour qu'ils passent le pas. Mais je suis d'accord, je pense que ça va changer parce que dans les ados, chez les enfants, c'est très vrai. Il y a beaucoup de petits garçons ou de jeunes hommes qui viennent dans les collèges, il y a beaucoup de garçons qui pratiquent dans mes ateliers. Il faut le savoir. La sophrologie à l'école, ça s'ouvre aussi de plus en plus. C'est des exercices qui peuvent déjà être proposés à partir de 3-4 ans. On l'a entendu. Ça s'appelle la sophropédagogie. Elle en a parlé, Françoise, donc la sophro prénatale, la sophro les accouchements, la sophro avec bébé. Vous en parlez aussi dans votre livre. C'est la sophrologie à la maison et en famille. Il y a évidemment pléthore d'ouvrages qui traitent de la méthodologie. Là, je vais faire un petit peu, évidemment, de publicité pour le vôtre, parce que c'est vrai qu'on a parfois difficile à choisir un livre. Alors vous, ça explique vraiment tout de A à Z. C'est un peu la sophrologie pour les nuls. C'est un peu ce que vous avez voulu prouver, quoi. Je voulais un ouvrage en fait qui soit accessible aux néophytes comme aux personnes confirmées, donc comme aux sophrologues en formation, et surtout un ouvrage qui représente ma réalité au quotidien, c'est-à-dire qu'il est illustré. Ça c'est très important parce que c'est des supports pédagogiques pour les postures, pour les exercices. Mais souvent dans les ouvrages, je trouvais que les personnages qui étaient représentés étaient souvent les femmes blanches 25 ans. Je fais exprès de pousser un peu. Moi c'est pas du tout mon quotidien. J'ai des personnes de tous âges, de toutes origines, et je voulais vraiment que ça ressemble à ça. Donc à la fois un ouvrage très clair, très pédagogique, et je pense que c'est le plus difficile en fait de parler de manière claire de quelque chose qui est aussi au final complexe et riche que la sophrologie, et surtout d'avoir les audios. En fait, j'avais pour souhait que les personnes me rencontrent aussi comme ça, comme s'ils venaient au cabinet, et ça ne remplace pas évidemment un accompagnement. C'est un premier élan, une première découverte. Voilà, et donc peut-être l'ouvrage que moi j'ai pas eu quand j'ai fait ma formation, en fait. J'aime bien dire ça aussi, j'ai écrit l'ouvrage que j'aurais aimé avoir. C'est souvent comme ça, un livre qui est richement illustré, qui décline de nombreux exercices de manière thématique. On l'a parlé, le stress, le sommeil, les émotions, les phobies, l'estime de soi, les addictions, ça aussi, la parentalité. Et justement, avant de se quitter, Gaëlle, j'aimerais peut-être mettre une petite musique de relaxation, et peut-être vous demander 1 ou 2 exercices flash que j'ai relevés. Voilà, notamment le mot de calme qu'on peut faire venir à soi à tout moment, ou se bercer avec la rotation axiale, vous en avez parlé, le tac-tac aussi pour fixer sa capacité à dormir. Si vous avez 1 ou 2 petits exercices à nous faire faire, et je suis moi-même dans le public, Gaëlle, je vous laisse peut-être un peu faire, voilà. Ok. Alors c'est bien qu'il y ait de la musique, même si en général j'en mets pas. Je sais que c'est radiophoniquement important. Peut-être quelque chose de très simple, parce que j'imagine que les personnes qui vont écouter, peut-être elles peuvent s'installer dans une chaise tranquillement, le dos bien droit, les épaules relâchées, les 2 mains posées sur les cuisses, les 2 pieds posés ancrés sur le sol. Juste fermer les yeux et revenir à soi, et on va simplement accueillir, puisque c'est un mot qui est pour moi très important, notre respiration. Dans un premier temps, telle qu'elle est. C'est-à-dire bienvenue bien au rythme de ma respiration, à l'amplitude, est-ce qu'elle est plutôt courte, plutôt ample? En gros, comment ça respire à l'intérieur du corps, les parties du corps qui bougent, qui se soulèvent. Bienvenue à ma respiration telle qu'elle est, ici et maintenant. Et puis très tranquillement, on peut peut-être donner une intention à cette respiration, peut-être essayer de la descendre davantage dans le corps pour qu'elle soit située au niveau abdominal,
notre respiration chouchou en sophrologie, la respiration dite du lâcher-prise. Alors c'est tout un programme, donc peut-être poser une main au niveau du ventre pour davantage sentir le mouvement du ventre. Donc à l'inspire, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur l'expire. Et puis s'il y a des pensées qui viennent nous rendre visite, c'est tout à fait normal, des distractions, notre esprit fonctionne comme ça. Donc si c'est le cas, laissez passer les pensées, vous y reviendrez plus tard, ou pas d'ailleurs, et ramenez simplement votre attention sur le son de ma voix, sur votre souffle, sur votre expérience. Et pour entrer davantage dans la pratique, on peut peut-être relâcher certains points stratégiques de notre corps, par exemple desserrer les dents, relâcher les mâchoires, relâcher le dos. Et à chaque expiration, peut-être sentir les tensions, les crispations, les frustrations qui s'écoulent comme de l'eau. Un moment de connexion à soi, connexion au présent, ici et maintenant. En accueillant toutes les sensations, tous les phénomènes, toutes les vivances, sans a priori, sans jugement. C'est votre expérience et c'est très bien comme ça. Ah, je reprends un peu possession de la chose, de l'enregistrement, parce que je pense que j'aurais pu vous écouter encore longtemps comme ça. Gaëlle, waouh, quelle voix calme. Bon, la musique, moi je l'aimais bien, hein, j'aimais bien la musique. Oui, je comprends. Je trouve que je me sens un peu portée par cette musique, mais... waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ben voilà, pour en savoir encore une fois un peu plus, Gaëlle Piton, ça s'écrit comme ça se prononce, Piton, pour ceux qui vont vous chercher peut-être sur le net, le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est ce qui m'a inspiré moi aussi pour préparer ce podcast, et j'étais ravie, bien sûr, de faire avec vous et de vous poser toutes ces questions et d'avoir toutes vos réponses. Gaëlle Sophrocoach, c'est votre site internet.com, gaëllessophrocoach.com. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'il sera pour cette entendu. Vivance radiophonique. Voilà, on était dans la vivance, ça c'est sûr, et qu'il permettra à des personnes qui sont encore, en questionnement peut-être par rapport à ce genre de méthode qu'on peut assimiler à d'autres, mais chaque méthode se doit d'être défendue comme elle le mérite, et d'avoir fait un petit peu le tour de la question. Voilà, merci beaucoup Gaëlle. Continuez à bien vivre cette mission, et pour vous-même et pour tous ceux qui en profitent, et à bientôt, pourquoi pas. Au revoir Gaëlle. Au revoir, à bientôt. Trouble
raindrops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't Retrouvez Sylvie Honoré et les invités de la vie du bon côté sur vivacité.be et rejoignez notre communauté Facebook sur la page La vie du bon côté Vivacité RTBF.